Bonjour et bienvenue sur Cinéphage. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du film L'évaluation, The Assessment en VO, qui est disponible sur Prime depuis plusieurs semaines. Premier film de Fleur Fortuné avec Alicia Vikander, Elisabeth Olsen et Mitesh Patel. Film excellent, particulièrement pour un premier effort, et je vais vous dire pourquoi. Alors l'évaluation, pourquoi est-ce que c'est un bon film? Alors tout d'abord c'est le premier film fait par Fleur Fortuné, qui est connu pour avoir fait des clips vidéo, qui a commencé sa carrière dans l'univers de la musique en signant notamment le clip très connu de M83, M83, Midnight City. Et donc Fleur Fortuné qui signe ici son premier long métrage après avoir fait quelques courts. Beaucoup d'idées, c'est un film qui donc nous présente un univers dystopique qui n'est pas si éloigné de ce qu'on malheureusement de ce qu'on pourrait envisager pour l'humanité dans les prochaines décennies, mais ceci est une autre histoire. Donc monde assez crédible, monde réaliste qui nous présente donc les personnages principaux de cette histoire qui sont un couple de gens qui sont donc joués par Elisabeth Olsen et Mitesh Patel, qui sont donc les deux protagonistes principaux, qui sont rejoints plus tard par le personnage de l'évaluatrice qui est joué par Alicia Vikander. Donc les deux principaux, le couple en fait est un couple de la haute société de ce nouveau monde que l'on nous présente après la chute de l'ancien monde suite à des raisons, mélange de changement climatique, mélange de radiation, voilà, c'est lentement mais sûrement la Terre a fini par se désagréger et proposer un climat, un environnement hostile pour les hommes. Donc toute cette partie, tout ce monde-là, le monde tel qu'on finalement on pourrait dire qu'on le connaît aujourd'hui, constitue l'ancien monde. Et donc le film prend principalement part dans ce nouveau monde où évoluent donc les personnages joués par Elisabeth Olsen et Mitesh Patel, dont l'objectif principal au cours de cette histoire est bien sûr de faire un enfant, de concevoir un enfant. Et tout l'objectif du personnage joué par Alicia Vikander, ça va être de voir d'évaluer si le couple est apte et autorisé par l'État. Donc ça c'est le point de départ du film. Dans la forme, c'est un film dont le contexte est dystopique, dont le contexte finalement relève de la science-fiction, mais dont les 3/4 du film se déroulent dans une atmosphère de drame intimiste ou thriller. On n'est pas loin par moments d'une ambiance à la Yorgos Lanthimos, donc réalisateur de Poor Things, Kinds of Kindness, The Lobster, Le Favori, The Favorite, donc qui va toujours potentiellement dans des contextes similaires, des contextes dystopiques de science-fiction, des thèmes autour de l'étrange, qui va constamment rechercher un certain malaise dans les situations rencontrées par les personnages. Et on est vraiment dans une situation, dans un contexte similaire avec cette histoire, c'est-à-dire que toute la première partie ou la majeure partie du film, les 2 premiers actes qui constituent l'essentiel du film, durant lesquels le personnage de Alicia Vikander va vraiment vivre chez eux, c'est une situation qui dès le départ met le spectateur mal à l'aise, qui vraiment met le spectateur dans une situation voyeuriste, qui va tout autant que le personnage de l'évaluatrice, donc le personnage de Virginia joué par Alicia Vikander, qui va s'immiscer dans leur intimité, dans leur craintes, dans leurs espoirs, dans tout ce qui constitue finalement pour eux une période charnière de leur vie. Et c'est ce qui va constituer donc les 2 premiers actes, qui flirtent entre le thriller dramatique, la comédie noire. Alors pourquoi ce film vaut le coup? Alors tout d'abord, c'est vraiment un film d'acteurs et d'actrices. Elisabeth Olsen et Alicia Vikander, j'ai envie de dire quasiment l'une autant que l'autre, crèvent l'écran. Elisabeth Olsen, que je n'ai pas beaucoup vu jouer, qui a eu quand même une carrière qui a été récemment principalement marquée par les Marvel, mais qui avait commencé à ses débuts avec un film indé qui avait été remarqué à l'époque, et personnellement j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Martha, Marcy, May, Marlene, nom un peu à rallonge, donc, qui était un film assez sensible, un film dramatique, dans lequel elle était très juste. Ensuite on l'a vu dans Godzilla, et effectivement c'est peut-être avec Godzilla que j'ai commencé à lui coller un peu une étiquette d'actrice qui finalement moi en tout cas ne me convainquait pas. Je dis avec grand plaisir aujourd'hui sur le visionnage de ce film que c'est une grande actrice qui livre ici une prestation tout en sensibilité. On perçoit à chaque regard, à chaque geste, c'est bien sûr extrêmement bien mis en avant par la mise en scène de
Fleur Fortunée, donc c'est le premier film, et c'est vraiment incroyable de se dire ça, pouvoir proposer une trame et une histoire d'une complexité et d'une justesse pour un premier film, c'est vraiment très très fort. Et donc Elisabeth Olsen tire vraiment son épingle du jeu dans cette histoire, même en ayant en face une Alicia Vikander qui est alors méconnaissable dans le sens où effectivement elle livre une prestation qui est encore une fois pas forcément une adepte de cette actrice, que j'avais vue aussi dans... Alors on connaît bien sûr l'un de ses rôles principaux qui est Lara Croft dans le remake de Tomb Raider, il y a une sortie en 2018. On l'avait vu aussi dans The Man from U.N.C.L.E. Et bien sûr, Alicia Vikander s'était surtout fait remarquer il y a une dizaine d'années avec Ex Machina. Ex Machina qui finalement partage pas mal de points communs avec l'évaluation, de par son contexte dystopique, mais dans une volonté de montrer des histoires du quotidien. Ce monde futuriste qui nous est rendu tangible par certains éléments de décor, par certains éléments technologiques qui sont montrés à l'écran. Alicia Vikander signe ici une prestation éblouissante dans le sens où elle joue quasiment 3 personnages. J'en dirai pas plus, on y reviendra dans la partie spoiler. Une personnage quasi psychotique qui nous est présentée dans la première partie du film, dans la partie des 2 premiers actes. Vraiment apprendre à quasiment craindre autant que détester ce personnage qui envahit et qui envahit la vie de ce couple que l'on nous montre et qui l'a troublé, c'est pas assez mot, c'est pas un mot assez grand, qui l'a détruit finalement complètement. Et on reviendra dans la partie spoiler. Donc voilà, ces 2 actrices portent le film. Mitesh Patel est aussi bon, un peu en deçà, son rôle est peut-être moins mis en avant, même s'il a une importance aussi capitale dans l'histoire. Très bonne prestation, voilà, rien à redire, mais vraiment, Elisabeth Olsen et Alicia Vikander portent le film et sont éblouissantes. Grand plaisir à dire que ces actrices sont excellentes. Excellent. Au niveau de la mise en scène, je l'ai déjà dit, Fleur Fortunée pour un premier film signe quelque chose de vraiment... Alors déjà original, c'est une histoire originale. Ça fait plaisir en 2025 de voir des histoires qui sont à la fois actuelles, qui ont une portée universelle et qui ne sont ni remake, ni adaptation, etc. Donc vraiment, il faut le souligner. Visuellement, alors on sent comme 95% des films qui sont tournés, qui sortent aujourd'hui, que c'est un film qui a été très retravaillé au niveau de l'image. On sent toute la patte visuelle de Fleur Fortunée, qui savoir-faire est clairement là. Malgré tout, ce savoir-faire n'est jamais dans le clinquant, il n'est pas au desservice de l'histoire. Gros travail sur les couleurs, gros travail sur l'ambiance visuelle. Donc la photo encore une fois, est magnifique, malgré, j'imagine, de grosses retouches digitales, numériques qui ont été faites suite au tournage. Mais pour une fois, ça ne prend pas, ça ne vole pas la place à l'histoire, ça ne se voit pas, ça se fait oublier finalement ce qui est tout ce dont on recherche quand on cherche une belle photo qui est au service d'une bonne mise en scène. L'émotion est bien réelle tout au long de l'histoire. Personnellement, j'étais scotché. Donc vraiment, pour un premier film de Fleur Fortunée, c'est vraiment une énorme surprise. On n'a pas assez parlé. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler. Donc c'est pour ça que je tenais à le mettre en avant sur cette chaîne. Ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille d'aller voir l'évaluation et de me dire ce que vous en pensez par la suite. J'ai entendu. Je vous appelle et je vous dis quoi. On va aller un peu plus en détail dans le déroulement de l'intrigue et dans certaines scènes et moments mémorables. La première chose qui saute au visage en fait quand on regarde ce film, particulièrement les 2 premiers actes, multiples personnalités jouées par Alicia Vikander. Donc bien sûr il y en a 3 finalement. D'ailleurs il y a un plan magnifique il me semble qu'on voit au moins 2 fois dans le film, qui met bien ça en évidence. Donc un plan où elle se regarde dans un miroir qui est fait de 3 pans différents et qui présente là bien les 3 personnalités, les 3 pans de sa personne avec lesquels elle doit jongler tout au cours du film et avec lesquels a priori de temps en temps elle a un peu du mal à jongler. La première personnalité bien sûr c'est la personnalité de l'évaluatrice, donc qui est cette sorte de robot androïde, donc on se croirait dans un film à la Blade Runner avec cette absence totale d'émotion, ou alors ce renfermement à double tour, à triple tour des quelconques émotions qu'elle pourrait ressentir, avec quasiment une passive agressivité dès les premières scènes. On s'en rend compte, la première scène où elle est assise sur le canapé, où elle fait face au couple, donc le couple Ariane et Mia. C'est une scène qui est encore une fois assez
délicate à suivre dans le sens où elle vous met clairement mal à l'aise parce que on a d'un côté du canapé ce couple qui est plein d'espoir, plein de qui est dans une tension, dans la tension du moment qu'ils ont attendu depuis longtemps. Et de l'autre côté, on a cette femme quasi éteinte, quasi robot, et dans les seuls moments d'émotion, c'est finalement une agressivité passive quand elle interrompt par exemple le personnage joué par Elizabeth Olsen, le personnage de Mia, en lui disant il y a beaucoup de choses à dire, donc ne m'interrompez pas, et donc lui laissant même pas le temps de parler alors que c'est un moment clé, un moment capital pour elle. Donc il y a vraiment ce personnage évaluatrice qui est très dur, très robotique, extrêmement froid, c'est un euphémisme. Et la deuxième personnalité qui va être la personnalité qu'elle joue pendant une grosse partie du premier et deuxième acte, qui est le personnage bien sûr de l'enfant, donc de Virginia l'enfant, dont Mia et Ariane vont devoir s'occuper. Extrêmement bien joué d'ailleurs, il y a eu le parallèle qui a été fait entre... il me semble que Alicia Vikander s'est inspirée de cette performance de Emma Stone dans Poor Things, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, encore une fois lui. Donc ce côté femme-enfant, mais plus enfant que femme, que Alicia Vikander joue à merveille, c'en est désarmant, c'en est complètement déstabilisant en fait, à la fois pour le spectateur, mais surtout pour les personnages du couple, donc de Mia et de Ariane, parce que clairement on se demande d'une scène à l'autre à quelle sauce ils vont être mangés, donc quelle personnalité va faire son apparition, sachant que bien sûr pendant toute la partie du test, de l'évaluation, on a surtout affaire à Virginia l'enfant, qui va se comporter comme un enfant, comme une enfant, en mettant dans ce couple à l'épreuve dans différentes situations de parentalité qui peuvent se présenter, des situations qui vont devenir de plus en plus extrêmes. Donc, quand elle vient s'immiscer dans leur lit, alors, tout début il y a le bordel dans la cuisine, ensuite il y a s'immiscer dans le lit, ensuite il y a la scène du dîner qui est ubuesque, à atteindre le paroxysme de cette... de ce jusqu'au boutisme complètement dingue, lorsqu'elle va entrer dans la serre avec toutes les plantes, avec tout le travail, toutes les ressources préparées par Mia, donc le personnage d'Elizabeth Olsen, jusqu'à y mettre le feu, mettant à la fois la vie, les ressources, donc la vie finalement du couple en danger, la carrière complètement du personnage de Mia en danger, mais aussi sa propre vie. Donc on comprendra à la fin du film, on y reviendra, mais que finalement le personnage de Virginia a un désir de mort, clairement, parce que je pense que c'est jouer un rôle à ce niveau-là, avec ce degré d'engagement, clairement, et c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là du film, quand on connaît finalement que deux des personnalités, on se demande un peu ce qui se passe, on se demande vraiment si c'est la nature de l'engagement dans le rôle qui est telle que elle est prête à quasiment mourir pour la cause, ou s'il y a plus que ça, on verra à la fin, donc avec finalement la troisième personnalité, on pourrait dire, donc non plus de Virginia mais de Grace, qui est la vraie personne, donc qui est évaluatrice, qui vit dans cet appartement qui est... Alors là, on montre l'autre partie de l'univers, de ce nouveau monde, où on est plutôt en bas de l'échelle sociale. Donc quand le personnage de Mia, Elizabeth Olsen, va lui rendre visite à la fin, dans une scène qui d'ailleurs est pour moi l'une des petites tâches du film, dans le sens où c'est un gros bloc d'exposition. Alors ça récompense le spectateur parce que ça nous donne des clés, donc on comprend les motivations du personnage de Grace, donc sa vraie personne qui est au bout du rouleau parce qu'elle est évaluatrice depuis plusieurs années, qui à chaque fois on apprend que c'est le même résultat pour chaque évaluation, que les parents n'ont jamais accès au droit de faire un enfant. Et donc forcément ça use un petit peu le personnage de Grace, qui est totalement déprimé, qui s'attend, d'ailleurs elle le dit quand le personnage de Mia entre dans la pièce: Are you gonna call me a monster? Tu vas me traiter de monstre, si c'est pour ça que t'es venu, c'est pas la peine. Cette scène qui nous montre la vraie Grace, sa finalement personnalité réelle, on pourrait dire, même si encore une fois je trouve que cette scène est un peu trop dans l'exposition, trop dans on donne les clés comme ça sur la table au spectateur. Donc je pense qu'il y aurait peut-être que ça aurait pu être mieux écrit, dans le sens où peut-être que le personnage de Mia aurait pu découvrir ces éléments-là
en allant à la réception de l'immeuble, en allant, voilà, en trouvant des papiers, en trouvant des traces d'enregistrement, des choses qui nous donneraient des informations sur le fait que, déjà, c'est Grace, la vraie personne, qu'elle a effectivement perdu sa fille il y a quelques années et que donc elle fait toutes ces évaluations, tous ces tests avec l'objectif, avec l'espoir qu'il a détruit au final, d'obtenir elle-même le droit d'avoir un enfant. Donc elle est hantée forcément par la mort de sa fille. Donc finalement, on se rend compte que les deux personnages de femmes qu'on voit dans le film ont les mêmes désirs. Donc ils sont un peu quelque part le miroir l'une de l'autre. Dans la toute première scène d'intro du film, quand on voit a priori le personnage de Mia qui nage et qui à un moment est en danger parce que sa mère l'appelle, donc c'est un peu les souvenirs, les mémoires douloureux de la mère de Mia qui on l'apprendra au cours de la fameuse scène du dîner. Beaucoup des détails de l'univers, du contexte du lore, on va dire, sont donnés clé en main lors de la scène du dîner. L'ancien monde qui s'est dégradé petit à petit, mélange de changement climatique, radiation, on ne sait pas trop, alors peut-être que j'ai manqué les détails, où si on se retrouve puni par l'État, on va finir par y être envoyé. Donc c'est le cas on l'apprend de la mère de Mia, ce qui va la pousser elle-même à la fin du film à vouloir, lorsqu'elle se rendra compte finalement que sa vie en une semaine, après une semaine de test, était foutue en l'air. Désir de savoir, la volonté de savoir et de ne pas rester dans ce monde factice finalement qui est le monde auquel elle aura seulement accès si elle veut rester avec Ariane, non seulement parce que lui cherche à avoir un enfant absolument qu'il peut conceptualiser, qu'il peut créer de façon artificielle. Dans une des scènes de fin, il va créer un bébé qui ressemble d'ailleurs à la petite fille qu'on voit au tout début, donc qui ressemble au personnage de Mia. Et il y a un moment où on se dit, peut-être que c'est pour ça, peut-être que c'est leur issue qui est quelque part un peu triste, en tout cas qui se tourne vers une sorte d'absence du réel, mais qui va être l'issue privilégiée par le personnage d'Ariane parce que lui se retrouve dans leur habitat seul, avec à la fois donc ce faux bébé. On le voit aussi une fausse version de Mia. Le personnage d'Ariane, lui, reste dans ces éléments factices, reste dans cette sorte de fausse réalité, tandis que Mia, elle, saute le pas, va vers l'ancien monde, va finalement à la recherche l'un des derniers plans du film, c'est quand elle finalement se retrouve dans l'ancien monde avec ce sourire qui peut-être lui enlève un gros poids sur les épaules lorsqu'elle a pris ses décisions. Donc voilà, on peut tracer un peu ce parallèle. Donc tout au long du film, exploration de ce que c'est qu'être parent, de pourquoi est-ce que des personnes peuvent vouloir un enfant, l'amour que l'on porte aux enfants, la filiation, dans l'autre sens aussi l'amour que des enfants peuvent porter à leurs parents, avec toute la relation qui est en filigrane entre le personnage de Mia et sa mère qui est absente. Le thème de l'amour dans le couple, bien sûr, qui est central dans le déroulement de l'intrigue. Donc tout ça font vraiment un film qui est assez riche au niveau émotionnel, assez riche au niveau thématique, servi dans un contexte dystopique qui sert l'histoire, elle ne lui fait pas obstruction. Beau visuellement, c'est satisfaisant, les plans sont très riches en termes de couleurs, en termes de perspectives, il y a plusieurs plans pour être de la photo ou des peintures. Donc le visuel au service de l'histoire, le visuel au service de l'émotion, vraiment un excellent premier film qu'il serait dommage de voir passer inaperçu. Donc, ça c'est vrai ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On est en 2025, donc vous savez quoi faire avec les petits boutons YouTube. Si vous avez des commentaires, des réactions vis-à-vis de ce film, si je vous ai donné envie de voir ce film, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt sur Cinéphage.